Bien que la démence touche principalement les personnes âgées, elle n'est pas une composante normale du vieillissement. On estime dans l'ensemble de la population qu'entre 5 et 8% des personnes âgées de 60 ans et plus sont atteintes de démence à un moment donné. La maladie d'Alzheimer est la cause la plus courante de démence et serait à l'origine de 60 à 70% des cas. La démence est l'une des causes principales de handicap et de dépendance parmi les personnes âgées dans le monde. Il est important de pouvoir les dépister afin de mettre en place un plan de soins adéquat pour la personne le plus tôt possible et de réaliser des demandes anticipées. Et alors, au fond, une démence, c'est quoi? C'est un état clinique qui perturbe les AVJ. Comme souvent en gériatrie, il y a un problème et qui a un impact fonctionnel réel. Donc on dit, et c'est le DSM, c'est un trouble important d'une des fonctions cognitives, la mémoire ou autre, ou de plusieurs fonctions cognitives, qui évolue dans le temps depuis au moins 6 mois, qui vient impacter les AVJ et même les AVJI, parce que faire sa liste de courses, préparer un repas, prendre un transport en commun, s'occuper de son compte en banque, ce sont des fonctions plus élaborées qui vont être mises en difficulté avant les AVJ de base. Il y a un gros diagnostic différentiel entre la démence et la dépression, avec la complexité qu'une démence peut s'exprimer par une vraie dépression au départ. Et le 5e point, il y avait donc 1 ou 2 fonctions ou 3 fonctions depuis plus de 6 mois qui impactent les AVJ, qui ne sont pas une dépression et qui ne sont pas un délirium. Et là, je sais que les gens confondent l'un et l'autre. Et je comprends, puisque le délirium, qui fait l'objet d'un autre clip, c'est un dérapage aigu soudain du cerveau qui dure quelques jours et quelques nuits, c'est un orage, et que le plus souvent, ça survient chez des cerveaux qui sont fragilisés par une démence. Et alors, quels outils on peut utiliser pour dépister une maladie de la mémoire? Donc, dans ta question maladie de la mémoire, je traduis par les démences, qu'elles soient Alzheimer, qu'elles soient de type microvasculaire ou qu'elles soient mixtes, puisque beaucoup de gens peuvent avoir l'une et l'autre, l'une n'empêchant pas l'autre. Là, de nouveau, il faut du flair et des outils. Du flair si on voit que quelqu'un va de moins en moins bien, ne s'intéresse plus aux choses, perd du poids, chute. Et donc tous les syndromes gériatriques peuvent être l'expression d'une maladie du cerveau qui n'a pas encore été reconnue, parce que les gens s'habituent aux difficultés de la personne âgée, ou parce qu'on a un malaise et qu'on n'ose pas dire que la personne perd la mémoire, ou qu'on a peur du diagnostic sous-jacent. Rappelez-vous le graphe du bon vieux monsieur, enfin vieux, c'était parce que c'est 1975 Bouchon. Je veux rappeler aujourd'hui que quand tu mets en vertical, donc en ordonnée, une fonction, et ici on parle du cerveau, au sens cognitif, eh bien, au cours de l'état adulte et du vieillissement, il y a très peu de pentes. Première chose à dire et à rappeler, on ne peut pas dire « Ah, elle oublie, c'est la vieillesse ». Donc la vieillesse en tant que telle ne fragilise pas ou n'abîme pas fort le cerveau. Par contre, la maladie dont tu me parles, c'est que vers un certain âge, peut-être vers l'âge que j'ai, certaines personnes commencent, mais c'est encore méconnu, et progressivement ont une atteinte qui va à un moment croiser un seuil auquel alors on reconnaît parce que ça a un impact. Et d'ailleurs, les petits troubles de la mémoire, tout le monde en a, mais ce qui est important de retenir, c'est que on peut, quand on a une suspicion, faire un petit test qui prend 3 minutes, qui est de nouveau du screening. Un petit peu comme Up and Go pour la marche, on fait Minicog, qui s'appelle en français Codex. 3 mots, une horloge, 3 mots. Quand le patient, pour autant, est dans un état de santé normal, n'a pas eu une trop mauvaise nuit et est attentif, il doit être capable, tu lui dis 3 mots, tu lui demandes de les mémoriser parce que tu vas les lui redemander, tu lui fournis un cercle avec un point et tu lui demandes de dessiner le cadran d'une horloge. Et mettre 12 chiffres, un point, à la bonne place, 2 points, avec deux aiguilles. Par habitude, on demande 11h10 parce que 10, c'est pas facile, parce qu'il est marqué 2, mais il faut savoir que ça veut dire 10 minutes. Et s'il y a 2 aiguilles à la bonne place, cette façon-là de scorer le test de l'horloge, qui est la plus simple, sur 4 points,
avec 3 mots que la personne qui était absorbée, attentive par certaines fonctions cognitives là-dessus peut retrouver les 3 mots, son codex est impec, on dit « Ah, il n'y a pas de démence ». Si la personne n'en retrouve pas toutes, il y a un problème. Ou si sa cloque est problématique, il y a un problème. Et parfois, on a une énorme surprise. Bien sûr, je ne parle pas de l'arthrosique ou du parkinsonien qui aura des petits troubles graphiques. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est simplement, cette horloge capte pas mal les fonctions cognitives. Et quel bilan faire chez ces patients? Je pense que quand il y a une suspicion, parce qu'on te parle des problèmes cognitifs, et que tu dis « Ah, mais ça dure, je ne pense pas que c'est une dépression, je peux faire un petit test dans ma consultation avec l'horloge ou les 3 mots ou les 2, voire un MMS », on réfère. Et à un moment, il faut quand même faire une biologie, parce que si tu as une carence profondissime en B12 et une atteinte neuro, en plus de l'atteinte hémato, et c'est trop bête, tu peux guérir cette démence-là. Donc tu as quelques démences réversibles. Quel suivi est recommandé chez ces patients? Ce trouble cognitif qui n'est pas réversible, qui n'est pas de la dépression ni un délirium transitoire, affecte et impacte les AVJ. À ce moment-là, il y a démence. Et ça, c'est installé et ça doit s'accompagner. La prise en charge plus aiguë, plus complexe, c'est qu'à côté de la démence qui perturbe les fonctions cognitives, ces gens-là ont des troubles fonctionnels, comme la marche ou l'alimentation, et des symptômes aussi parfois très dérangeants qui sont, comme on dit, psychocomportementaux. L'anxiété, la paranoïa, des idées incohérentes, de la dépression. Et donc, ils peuvent plus déranger leur entourage proche par ces manifestations psychologiques comportementales que par les petits oublis ou les grands oublis qu'ils ont. On peut faire un plan de soins qui, avec les ressources familiales et sociales du patient, d'où l'importance de connaître son patient, mais le généraliste est hyper bien placé pour ça, voir comment soutenir ceux qui soutiennent, comment aider les aidants proches pour que la personne puisse continuer avec satisfaction à vivre sa vie de tous les jours sans qu'il n'y ait trop de dangers ou trop de difficultés. Mais donc il faut mettre progressivement des aides. Parce que le conjoint n'est pas l'infirmier, le conjoint n'est pas le kiné, le conjoint s'épuise, puis la personne démente a une inversion du rythme nictéméral et va dormir le jour et faire la java la nuit, où il y a des formes très déambulantes, puis il y a des gens qui sortent et qui se perdent, et puis il y a le conjoint qui a aussi toute une relation affective, donc c'est extrêmement complexe. Et là, de nouveau, il y a des équipes spécialisées pour soutenir, aider les aidants proches pour qu'eux se sentent mieux dans ce chemin compliqué qui va un jour aller jusqu'au décès de la personne démente. Mais donc il y a énormément de choses à faire. C'est toute la différence entre la guérison par un médicament, et ça n'existe pas, de l'accompagnement et des soins, où évidemment le généraliste a un rôle majeur. C'est l'idéal quand le généraliste a compris les ressources, les limites du patient, ses difficultés, son environnement, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment est-ce qu'on peut orchestrer les soins pour que cette personne, pour autant que ce soit son désir, mais c'est souvent le cas, reste le plus longtemps possible chez elle, sans que son conjoint ne craque. Parce que c'est souvent le conjoint qui craque physiquement, psychiquement, parce que je te dis, le dément, il est après une première phase, mais on n'en a pas parlé ici, très anxieuse, il est tellement loin dans sa maladie qu'il oublie même qu'il oublie. Et donc pour lui, tout va bien. Et donc quelque part, et on voit même arriver et fleurir de belles années, des gens dont la fin de vie est beaucoup plus épanouie et heureuse alors qu'ils sont profondément déments. Mais ça demande en effet beaucoup de suivi et alors aussi de proactivité du généraliste. La démence, puisque c'est le cerveau, va faire qu'il y aura chute, dénutrition et tous les autres syndromes qui peuvent s'activer. Comment prévenir ça le mieux possible? Et comment aussi essayer de faire exprimer au patient son désir tant qu'il a encore la lucidité et l'autonomie. On peut avoir quelqu'un en gériatrie très dépendant pour des raisons orthopédiques et tout à fait lucide. On peut avoir un parkinsonien très dépendant sur le plan mobilité et avec beaucoup de soucis mais très lucide. C'est encore plus difficile de vivre sans doute sa maladie quand on en est très lucide. La difficulté et la chance dans la démence, c'est que comme c'est l'ordinateur central qui progressivement défaille et que la personne n'en est pas fort consciente, eh bien la personne va perdre autonomie et
indépendance. Mais tant que la personne est autonome et peut encore dire « j'ai entendu que j'ai cette maladie, dont je sais que je ne vais pas guérir », enfin, elle ne l'exprime pas comme ça, mais qu'elle va évoluer, voilà mes demandes en termes de soins lorsque j'irai encore moins bien. Donc j'ai dit tantôt, attention à ne pas coller trop vite l'étiquette parce qu'elle est lourde comme un cancer, il ne faut pas se tromper, mais il ne faut pas non plus se cacher ou enfouir sa tête dans le sable en faisant croire que tout va bien. Donc les gens qui ont une démence ont besoin d'une réflexion, de déclaration anticipée, d'un projet thérapeutique rédigé dans le dossier médical par le généraliste pour que le jour où justement quelque chose de majeur survient, et à ce moment-là il est trop tard pour commencer à réfléchir à tout ça, on ait une action adaptée au désir de la personne. Donc la démence, ça demande énormément de présence du médecin, généraliste en première ligne, et d'attention pour encadrer et adapter le plan de soins. Nous avons vu que le diagnostic de démence dépend de 5 critères à remplir, et qu'un dépistage peut rapidement être réalisé à l'aide du codex en faisant le test 3 mots, une horloge 3 mots à votre patient. L'annonce du diagnostic est difficile et perçue comme un choc identique à un diagnostic de cancer. Ce diagnostic est souvent fait dans les hôpitaux de jour gériatriques où la présence d'un psychologue et du médecin aide à cette annonce. Il est important de faire ce diagnostic et de mettre en place un maximum pour le patient et son entourage.